Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors cette semaine, c'est une interview autour de la parentalité et nous avons la joie de recevoir Marie Ouadaz. Bonjour Marie. Bonjour Raphaëlle. Ravie de t'accueillir derrière le micro de Bulle de Bonheur et tu es la fondatrice de l'association Réseau des parents. Marie, tu es de formation formatrice et travailleuse sociale et tu as fondé en 2016 cette association, le Réseau des parents, pour lutter contre l'isolement des parents et les aider dans l'éducation de leurs enfants. Tu es passionnée par les questions d'éducation et de famille, je pense qu'on l'entendra au cours du podcast, et tu cherches à écouter les problématiques des parents et à y répondre de manière concrète, dans un esprit pragmatique et aussi très positif. Et c'est ça qui me plaît beaucoup et j'aime beaucoup collaborer avec toi pour tout ça. Alors, le Réseau des parents est donc une association de soutien à la parentalité au service des municipalités. Et ta baseline, être parent ici et maintenant. Valoriser, relier et soutenir tous les parents dans leur mission éducative. Alors, du coup, vraiment lourde tâche, Marie. D'accord. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment t'es venue l'idée de créer le Réseau des parents? Avant de répondre à cette question, je pense que je vais te raconter, si tu le permets, un petit peu ce que j'ai vécu jeune et les questions qui m'ont animée jeune, parce qu'en fait, je pense que ce qui est arrivé, le fait de construire et d'amener et de diriger cette association vient de vraiment quand j'étais jeune, parce que c'est déjà en troisième, donc quand j'avais 14 ans, je Ouais. me posais beaucoup de questions sur faire famille. Je voyais dans ma propre famille que je vivais des moments extraordinaires et en même temps des moments très douloureux. Et je me disais, mais voilà, comment on pourrait faire famille, vivre en famille plus heureux, puisque moi-même, je vivais des situations en même temps très heureuses et parfois très douloureuses. Aussi bien dans ma famille, j'allais dire papa, maman, mais aussi avec les cousins. Voilà, on a tous des histoires de famille. Dans ce berceau familial qui est le mien, j'ai observé, j'ai senti des choses et assez rapidement, en troisième, je me suis dit, en fait, je veux travailler au service des familles. Et donc, je cherchais à comprendre comment améliorer, je cherchais comment dire, à travailler donc au service des familles. J'ai cherché donc cette formation que j'ai trouvée et dans cette formation, on m'expliquait donc le travail social, on m'expliquait comment aider les gens, mais on ne m'expliquait pas, pardon, ce qu'était une famille. Et de fait, j'ai poursuivi mes études en faisant une licence en sciences de l'éducation, bref, en ayant un cursus un peu particulier, en allant chercher des formations à droite à gauche pour comprendre ce qu'était une famille et comment faire famille. Et puis est arrivé ce qui devait arriver. J'ai eu des enfants, je me suis mariée, bref, je me suis arrêtée de travailler, je me suis engagée aussi donc dans le bénévolat et justement dans des groupes de partage entre parents. Et puis j'ai eu la responsabilité de ce mouvement des chantiers éducation dans le 92. Et à partir de là, en 2014, j'ai rencontré vraiment par hasard un élu, donc l'élu à la famille et à la petite enfance de la ville d'Asnières, qui venait d'être élu et un soir, on s'est rencontrés dans une réunion, bref, un concours de circonstances. Elle s'est complètement livrée à moi sans savoir qui j'étais, ma formation et ce qui m'animait. Et elle me dit, oh, j'ai vraiment envie de créer une maison des familles, mais j'ai pas la capacité humaine, financière. Je vois les parents qui sont complètement isolés, en manque de repères, des enfants dehors, etc. Et à ce moment-là, j'étais aussi administrateur à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales du 92. Et dans cette UDAF, il y avait une nouvelle convention d'objectifs qui proposait, si vous voulez, une aide financière, une dotation pour développer des groupes d'entraide entre parents. Et puis, c'est fait, il y a eu une connexion, il y a eu un alignement des planètes entre une demande des villes qui voulaient créer quelque chose à destination des parents, l'UDAF qui avait une dotation financière pour aider à créer un projet, et puis moi qui avais quand même une connaissance, une envie, une motivation pour aider les familles et aussi tout un réseau de connaissances de professionnels qui agissaient au service des parents dans le domaine de la formation. En 2 mois, on a dégainé, on a créé l'association et on a décidé
de développer des ateliers, des conférences à destination des parents de la ville d'Asnières, dans des locaux mis à disposition par la ville. Et de fil en aiguille, on s'est aperçu, donc on a lancé ça, comme une bouée à la mer, et les parents sont venus dans ces ateliers. Et de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de monde et surtout que les parents étaient heureux de se retrouver et d'échanger lors de ces ateliers. Et ensuite, il y a eu d'autres villes qui ont dit: ah, mais c'est intéressant ce concept, c'est de proposer des actions de formation pour enrichir les compétences éducatives des parents dans un format agile, donc un réseau local de parents dans des locaux mis à disposition par la ville. Et ensuite, il y a eu la ville de la Garenne. En fait, tout ça a fait un petit peu boule de neige et nous arrivons aujourd'hui donc avec 8 villes et un concept qui est basé sur, donc c'est un réseau local de parents basé sur un volet formation et un volet animation. Et notre but, comme tu le disais, c'était d'engager les parents à être parents ici et maintenant. Et ce qu'on veut, c'est juste dire aux parents, en fait, vous êtes le meilleur pour vos enfants. Et nous, ce qu'on souhaite vous donner, c'est juste des outils et à vous de prendre ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin pour avancer à votre rythme dans ce chemin qui est la parentalité. Et on considère que être parent, c'est vraiment aussi un chemin de croissance et que le but du jeu, c'est de grandir dans cet écosystème familial et faire que les liens familiaux tiennent le plus longtemps possible et puissent être vécus le plus serein et heureux possible. Mhm. Très intéressant. J'ai envie de revenir sur la genèse de ce mot faire famille. Donc, à travers ton expérience dont tu nous as parlé, des familles qui, à des moments, ça fonctionne, des moments, ça fonctionne moins bien. Je dirais bienvenue dans une famille normale aussi. Et puis, toutes tes recherches que tu as faites, les études que tu as faites et ce que tu as mis en place aujourd'hui, si en 2 minutes, parce que 2 minutes, c'est quand même notre adage, faire famille, pour toi, c'est quoi? Être en lien et construire. Je pense que dans la dimension de famille, il y a vraiment cette dimension de construction des liens et qui perdure, malgré les événements de la vie, les événements douloureux comme heureux. Et on va construire ces liens pour qu'ils puissent tenir. Et je pense que voilà, la satisfaction de se dire j'ai construit des liens qui font que on arrive à traverser les épreuves de la vie ensemble. Mhm. C'est très juste, Et, et je pense que ça se met, voilà, faire lien avec les plus petits, les aînés, les tantes, tout ça, c'est assez complexe. Et moi, je suis assez admirative, touchée de voir à quel point, en tout cas, l'humain est volontaire pour quand même construire ces liens, essayer de comment dirais-je, de tenir dans le temps. Alors parfois malheureusement il est nécessaire de se séparer, mais c'est pas pour ça qu'après on peut pas se retrouver sous d'une autre manière. En tout cas moi ce qui je trouve vraiment faire famille c'est cette construction de liens et de tenir dans le temps et d'avoir la satisfaction de se dire bah j'ai réussi à surmonter telle ou telle épreuve ensemble, soit avec mon conjoint, soit avec mes enfants ou aussi ça peut concerner voilà les tantes, les oncles, les frères, enfin voilà, cette idée de gravir une montagne ensemble. D'accord, d'accord. J'aime bien cette définition. Puis écoute, je vais te dire, elle revient rejoindre aussi tous les travaux qui sont faits autour de l'attachement du petit, et qu'un enfant dont on ne fait que s'occuper, c'est-à-dire qu'on le fait manger, boire et qu'on lui change sa couche, ça ne lui suffit pas. On le sait, malheureusement dans des orphelinats, on s'est rendu compte que ces enfants-là mouraient parce que le lien est juste indispensable et que ce lien affectif qu'on va mettre entre les personnes, ce lien humain, ce lien social, enfin, on met ce qu'on veut derrière le mot lien, il est juste indispensable pour notre survie et quel que soit l'âge qu'on ait. C'est-à-dire qu'on soit nourrisson, qu'on soit enfant, adolescent, jeune adulte, parent, grands-parents, et ce lien est juste indispensable pour vivre, survivre et être heureux. Enfin, et c'est là où on se rejoint beaucoup parce que à 2 minutes de bonheur, c'est exactement ce qu'on travaille. On travaille ce lien, comment faire pour l'enrichir, pour l'épanouir, pour qu'il soit de qualité et justement pour créer
créer de la confiance et de la solidarité entre les personnes. Ah, mais je suis complètement alignée. Et moi, c'est ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est d'observer, de regarder autour de moi et d'essayer d'entendre aussi tout ce qui peut venir, justement, écouter les personnes qui parlent de leurs liens et de leurs besoins pour entretenir ces liens. Et c'est pour ça qu'on essaye d'être au plus proche des besoins des parents qui ont une volonté et une envie de bien faire, mais qui est indéniable. Ça, c'est vraiment dans le cœur du parent de vouloir construire le meilleur pour ses enfants. Ça, enfin, je veux dire, on a ça nulle part, quoi, d'avoir autant de force et de tripes de quelqu'un qui veut bien faire parce qu'il sait qu'il veut le meilleur pour son enfant et de pouvoir écouter ça et vous dire, bah, moi, je peux peut-être vous aider avec telle ou telle solution, tel ou tel professionnel, et puis surtout de vous faire rencontrer, d'échanger entre vous, puisque l'expérience de l'un peut venir nourrir le besoin de l'autre ou l'attente de l'autre. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, ça me vient à ma deuxième question que j'avais envie de te poser. Quels sont les besoins des parents que tu as identifiés? Je reviens juste sur ce que tu disais sur l'envie des parents de bien faire. Je trouve que j'aime beaucoup ce que tu dis, de le voir dans ce sens-là, parce qu'il n'y a rien qui, en tous les cas, moi, me hérisse le plus quand j'entends, oh, de toute façon, les parents ont démissionné. Non, ils n'ont pas démissionné. Ils ont envie de bien faire. Parfois, ils savent pas comment faire. Et c'est là où ce que tu viens apporter est très intéressant, mais en rien, ils cherchent à être négligents. Et, et ça, je trouve que c'est très important de partir de ce postulat-là, en disant que véritablement, il y a une envie de bien faire, parfois maladroite, c'est vrai. Moi, je l'entends tout le temps dans mes accompagnements. Mais par contre, il y a une envie de bien faire et c'est là-dessus c'est intéressant de s'appuyer. Ouais, Du coup, j'en viens à ma question. Qu'est-ce que tu as identifié comme besoin des parents? Alors, au moment où on a créé l'association, vraiment ce qui nous avait alerté avec cet élu et sur lequel on se rejoignait, et il y avait aussi plusieurs études qui sont sorties à cette même époque au niveau du département, c'était l'isolement des parents. Les parents, en 2014, se sentaient énormément seuls face aux problématiques éducatives qu'ils rencontraient. Et il y avait eu une enquête de la CNAF, de l'UDAF, 92 et de l'UNAF sur ces sujets-là, sur cet isolement et ce sentiment de solitude des parents. Et même, il y avait eu les apprentis orphelins d'Auteuil qui avaient aussi sorti une étude là-dessus et qui expliquait que il y avait à peu près 50% des parents affirmaient se sentir seuls face à l'éducation de leur enfant. Et ça, moi, ça m'a beaucoup interrogée et moi-même, j'ai ressenti ça énormément quand j'ai eu mes premiers enfants, de se sentir toute seule, même si voilà, mes parents étaient pas si loin, mes beaux-parents, j'avais quand même de la famille, mais j'avais l'impression d'être toute seule avec ma poussette au parc, toute seule parce que il y avait pas beaucoup de copines qui avaient encore des bébés autour de moi. Donc oui, il y avait une profonde solitude et j'avais du mal à me retrouver dans mes amis ou dans la ville, ou trouver un lieu où je puisse juste voilà rencontrer d'autres personnes, parler de ce que je vivais, de mes petites préoccupations, de mon bébé qui dormait pas bien la nuit, vous voyez, des choses comme ça. Donc il y avait en même temps ce constat objectif en tant que professionnel que j'avais entendu partager, et puis moi-même je l'avais ressenti et vécu. Et donc vraiment, je pense que encore maintenant, les jeunes générations se sentent seules face à l'arrivée de l'enfant. Et ce que l'on observe en 2024, c'est quand même différent de ce qu'il y a de plus de 10 ans. Il y a une vraie évolution par rapport aux jeunes parents qui, alors ça, c'est pas moi qui le dis, je l'entends de professionnels de la petite enfance où ils sentent une vraie vulnérabilité sur la santé mentale, le sujet de la santé mentale des jeunes parents qui euh, c'est normal à la naissance, c'est un chamboulement, c'est un rééquilibre à trouver, mais ont plus de mal à sortir de cette phase et à traverser cette phase de chamboulement. Et ça met beaucoup plus de temps et ça induit souvent un passage qui malheureusement a du mal
comment dire, à faire que cet événement, ce traumatisme, si on peut parler avec ce terme-là, mais en tout cas, cet événement qui vient chambouler le couple, eh bien, il y a plus de sorties négatives que de sorties positives. Je m'explique, il y a davantage de couples qui se séparent à l'arrivée d'un enfant qu'autrefois. Et donc, il y a ces sujets-là autour de la petite enfance, enfin, de l'arrivée de l'enfant et ses 3 premières années. Et puis ensuite, on observe aussi avec l'adolescence et notamment toutes les questions de la santé une fois plus mentale des adolescents, où on observe une vraie évolution avec des jeunes qui ont des comportements beaucoup plus marqués, aussi bien en termes de dépression qu'en termes de violence. Donc et les parents sont désarmés face à ça, ne savent pas quoi faire, et on voit bien qu'il y a une explosion, par exemple, des signalements auprès de la protection de l'enfance, aussi bien dans quelles que soient les catégories socio-professionnelles. Donc ça, c'est un vrai signal. Donc davantage de placements liés à des problèmes, notamment de violence des jeunes. Et puis aussi tout ce qui concerne quand même les parents d'enfants donc primaires et puis primaire, donc c'est-à-dire la maternelle et puis jusque en sixième, il y a pareil des parents qui font face à des comportements d'enfants une fois de plus aussi beaucoup plus marqués en termes pareil de violence, des comportements plus exacerbés si vous voulez, et où il est beaucoup plus difficile de tenir, de faire face. Et donc là, il y a une vraie écoute, en tout cas des parents, face à ce constat, et ils se sentent souvent coupables de ces comportements qu'ils ne comprennent pas, et où ils ont du mal aussi à aller chercher de l'information pour y faire face. Et ce n'est pas forcément de leur faute. Je pense que c'est aussi tout un contexte, un inconscient collectif où nos enfants qui vivent un mal-être, qui vivent en tout cas une traduction de comportement qui vient dire, qui vient révéler quelque chose de la société. Et il y a beaucoup de parents qui quand même regardent en face ces réalités-là, hein, et parfois ne savent pas très bien comment prendre, en tout cas, ou accompagner ces comportements qui peuvent être passagers, hein. Mais quand même, on a de plus en plus de jeunes avec des élans suicidaires assez tôt. Vous voyez, des choses qui sont pas anodines, en fait. Alors, je dis pas, hein, j'essaye de vous traduire une teinte des préoccupations des parents actuels, mais il y a de vrais défis pour les parents d'aujourd'hui pour être vigilants et accompagner au mieux les enfants dans leur développement. Et on voit qu'il y a quand même une vulnérabilité des jeunes et des enfants à grandir. Je sais pas si je m'explique bien et si tu comprends bien ce que j'essaye de dire. Ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est que une vulnérabilité des jeunes parents, ça c'est clair. Moi, je le vois dans les accompagnements que je peux faire. Notamment, j'ai fait une, une- un atelier live autour du baby clash, et il y a véritablement des besoins et des incompréhensions, en fait, des très fortes attentes et une réalité qui n'est pas tout à fait la même. Et entre les deux, j'ai l'habitude de dire que c'est la déception. Donc, en fait, il y a de la déception par rapport à l'arrivée de l'enfant, par rapport au couple, et qui crée vraiment ces complexités, ces difficultés dans la famille qui s'agrandit. J'entends aussi ce que tu me dis, c'est que les comportements des enfants sont plus à risque qu'ils ne l'étaient précédemment. Euh, Violence, tendance suicidaire. Et ce qu'on observe, c'est que ces comportements disent quand même d'un besoin de sécurité dans les liens, disent d'un besoin de savoir d'où je viens, qui je suis. Et ça, je pense que les parents ont quelque chose à dire et à transmettre, les parents, les grands-parents et tout l'écosystème familial pour rassurer. Et en ça, je pense que voilà, nos enfants disent un mal-être, mais justement, tout le challenge, ça va être de dire, bah, on l'entend, on va essayer de faire au mieux pour l'accompagner, mais aussi de montrer aux jeunes toute la joie d'être en famille, toute la joie d'être en lien avec ces personnes qu'on n'a pas choisies, avec qui il va falloir faire affaire, Absolument, et absolument. que ça peut procurer beaucoup de joie et que ça peut être un lieu de sécurité, de repos, de ressourcement. Mhm. Et il est clair, on le sait combien la sécurité pour l'enfant est quelque chose de juste fondamental.
et que si on veut qu'il arrive, si on souhaite que l'enfant se développe en harmonie, plus il sera sécurisé dans son cercle familial proche et plus il ira explorer le monde quelque part avec sécurité. Mm. Clairement, clairement. Et ce que je trouve super, c'est que à travers tous les ateliers que tu as pu réaliser, que vous avez fait avec le réseau des parents, aujourd'hui, vous avez accompagné plus de 7000 parents et vous avez fait un peu des études d'impact et je félicite en fait tout ce que j'ai pu lire, que 40% des parents se disent se sentir moins seuls dans l'éducation de leurs enfants après avoir suivi un atelier ou écouté une conférence et 35% d'entre eux affirment être plus confiants dans leur rôle de parents après avoir suivi un atelier. C'est juste génial, hein, bravo. Bah, Fantastique. merci. Merci, mais je crois que il y a une vraie attente, il y a un vrai besoin et on n'est jamais, enfin voilà, si certains se sentent des ailes pour accompagner, aider les parents, je pense qu'il y a encore de la place pour d'autres associations, d'autres structures. En fait, maintenant, il faut mailler toute la France entière pour accompagner les parents. Et je pense qu'il n'y a jamais trop peu d'une initiative, quoi. Et il en existe sur le territoire plein de petites initiatives comme nous. Et je pense que si on est davantage en lien pour, voilà, dire aux parents, vous n'êtes pas seuls et vous pouvez trouver appui dans chacune de vos villes, ça serait magnifique pour Mhm. pour les parents et puis pour le bien-être de toute la collectivité de la société. Ben, évidemment, bien sûr. Et du coup, ça m'amène à ma question suivante. Comment est-ce que justement tu as envie de déployer cette aide à la parentalité? Eh bien, en comptant sur vos auditeurs, les auditeurs, appel c'est pas l'appel du 18 juin, mais c'est l'appel de Marie Poidat, fondatrice et dirigeante du réseau des parents. Justement, on cherche, en tout cas, des villes partenaires, on cherche à égrener ce système qui est assez simple en soi, puisque voilà, il suffit de contractualiser, enfin, un partenariat avec une ville et que la ville puisse mettre à disposition des locaux et que nous, on arrive avec les professionnels, notre savoir-faire, de créer un maillage sur le territoire avec une animatrice et on travaille, voilà, dans la localité pour créer ce réseau local. Donc voilà, s'il y a des élus qui nous entendent, nous, on est vraiment tout à fait ouverts à essayer de développer ce concept dans d'autres départements et d'autres régions de France. Et ça, si voilà, certains entendent cet appel, ça serait magique. C'est génial. Et alors, du coup, en fait, tu as une animatrice, si j'ai bien compris, qui est salariée, hein, c'est ça? Allez, je change de regard. Alors, elle est indemnisée. On peut pas encore salarier parce que c'est trop lourd. On est une trop petite association. Mais oui, chaque animatrice qui dirige un réseau de parents est indemnisée et son travail, c'est vraiment du travail social. C'est-à-dire qu'elle est à l'écoute des besoins des parents de la localité où elle travaille. Et avec cette écoute, elle va essayer de faire remonter ses besoins, de travailler avec les acteurs socio-éducatifs de la ville et de renforcer cet écosystème qui accompagne les parents à travers donc des actions de formation et des actions d'animation sociale. Mhm. Et puis après ça, autour de ça, tu as aussi tissé tout un réseau de professionnels, Tout en à fait, fait. dont je fais partie d'ailleurs, de tout un réseau de professionnels à qui les villes peuvent se référer ou les animatrices peuvent se référer, soit pour animer des ateliers, faire des conférences ou même pouvoir intervenir de manière individuelle, c'est ça? Tout à fait. On a donc ce qu'on appelle notre club expert. C'est un référencement d'une cinquantaine pour l'instant de professionnels qui œuvrent dans le soutien à la parentalité et souvent ce sont des comment dirais-je des professionnels de la formation ou des indépendants, des psychologues, des psychomotriciens, etc. qui ont un vrai savoir-faire dans l'animation collective et qui ont à cœur de transmettre bah, soit des repères éducatifs ou un positionnement ou en tout cas de faire d'animer autour d'un sujet de la vie familiale et de l'éducation. Et donc pour ça c'est très important. Enfin c'est vraiment notre matière grise, si vous voulez. Le club expert c'est vraiment notre matière grise. Et en fonction des besoins repérés sur le terrain, les animatrices vont aller chercher dans ce club expert tel ou tel professionnel. D'accord, donc c'est très clair, très clair. Bon, ben, j'invite tout le monde à aller regarder tout ce que tu peux déployer sur le site hein, réseaudesparents.org.
On va passer à la deuxième partie de notre interview, Marie, avec notre petit questionnaire sur le bonheur. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton quotidien? C'est simple, c'est d'observer mes enfants et de les regarder avec amour et de voir comment chacun prend son trajet de vie, ses choix. Et ça me juste en fait de constater que mes enfants grandissent et de voir que chacun prend des chemins différents avec leur personnalité. Ils sont comme voilà des petits cadeaux et on apprend à des à ouvrir le paquet et à dire ah waouh il est comme ci waouh elle est comme ça et lui il est comme ci ah j'avais pas pensé. Vous voyez cet émerveillement en fait de se dire ah j'aurais pas pensé ça pour lui ou j'aurais pas cru ça de lui ou d'elle et ça me c'est juste les regarder, les observer et puis, bah, m'en émerveiller bien sûr et m'en émerveiller, aussi bien, avec mon mari ou avec mes parents, ma belle famille. Voilà, d'avoir cette réjouissance de voir que les enfants grandissent et une autre chose qui me rend aussi très heureuse, alors, c'est de voir mes parents et mes beaux-parents vieillir. De voir que devant moi, il y a la génération, d'au-dessus de moi qui vieillit et de voir aussi ce qu'est le vieillissement et ce que ça induit aussi comme joie de partage avec eux, jusqu'à la fin, jusqu'au décès. C'est pas triste en fait la vieillesse. C'est pas triste. Il y a quelque chose de, en tout cas, moi que je découvre, de beau dans justement le lien avec les différentes générations. Et en Mhm. fait, c'est tout simplement voilà ce constat et cet émerveillement de voir chacun pour les uns grandir et d'autres vieillir. Mhm. Oui, donc oui, cet émerveillement de voir le bon côté de chaque situation. Je dis souvent quand je fais des conférences sur les ados que l'importance de regarder un ado comme une chrysalide. Et au Mmh. lieu de se dire, on pourrait passer son temps à se dire, ah non, non, mais c'est tellement moche une chrysalide, c'est pas beau, ça n'a pas de forme. Mais par contre, il y a aussi une autre facette, c'est qu'on peut se dire, waouh, de ça, il va en sortir un merveilleux papillon. Et en fait, avoir cet esprit tourné vers le papillon plutôt que la chrysalide, en fait, il y a quelque chose de magnifique. On reste curieux, en fait, de ce que deviendra l'enfant, de ce qu'il va advenir, des choix qu'il va faire. On va essayer de l'aiguiller comme on peut, sans le diriger. Donc, c'est passionnant. Et puis, quel que soit l'âge, effectivement, dans la vieillesse, on peut voir aussi une chrysalide dans la vieillesse, quelque chose qui est moche, qui se rabougrit et qui se termine, qui a moins d'énergie, qui a moins de pensée, une cognition qui est moins bonne. Et à côté de ça, on oublie trop souvent cette transmission qui peut être faite, que je trouve juste géniale, quoi. Ah oui, complètement. Et avec nos aînés, moi, ce qui me touche, c'est de voir à quel point, justement, le lien, plus nos parents avancent en âge, plus en fait, les liens changent avec eux. Et pour ma part, j'ai fait l'expérience de liens adoucis et plus onctueux, riches, savoureux. Mhm. Et donc, voilà, c'est ça qui me réjouit dans mon quotidien. Notre deuxième question, une valeur humaine qui te rend heureuse. La, la, la persévérance. La persévérance dans l'effort. Qu'est-ce que cette persévérance, elle vient de dire pour toi? Rien n'est acquis, tout est à rejouer chaque minute, chaque jour, et de se dire que l'amour de mon enfant, l'amour de mon mari n'est pas acquis, c'est pas un... Certes, c'est un don, et je reçois, et en même temps, j'ai quelque chose aussi à transmettre, à donner, donc c'est vraiment ce, ce don et ce contre-don qu'il faut travailler et c'est pas toujours simple. On est complètement d'accord avec chacun des membres de la famille, mais je crois à cette fidélité, cette persévérance dans l'effort, cette écoute aussi de l'autre, se maintenir à l'écoute de l'autre, même quand c'est douloureux, qu'on comprend pas. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas à un instant T qu'on comprend, on peut le comprendre plus tard. Mhm. Et qu'on n'est Et, pas d'accord et aussi.
Et oui, tout à fait. Et d'accepter ça. Et oui, j'aime bien cette valeur humaine, alors de persévérance. Remettre, se remettre à l'ouvrage quotidiennement Ouais, avec cette régularité, donc effectivement cette persévérance. ouais. Comme une petite fourmi. Euh, je crois pas aux choses extraordinaires, je crois plus aux petites fourmis qui travaillent tous les jours et qui vivent leur quotidien euh, avec bonheur, mais en petites fourmis. Merveilleux. Notre troisième question, un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse. C'est vraiment les naissances de mes enfants, hein. C'est un truc de dingue, ça. Ouais. Un- c'est vertigineux, en fait, une naissance. En même temps, c'est beaucoup de, je sais pas ce qui se vit à chaque fois pour les naissances, mais il y a quelque, il- c'est, comment on peut dire? Il y a quelque chose de l'ordre de vertigineux, un espèce de grand bonheur, parce qu'on est déjà physiquement, on est allé au bout c'est comme un marathon, quoi. C'est physique, on est allé au bout de ce qu'on pouvait donner de meilleur, donc il y a la satisfaction d'avoir donné physiquement et d'être vidé, et, et que, voilà, cet effort, c'est comme un sportif, quoi. On y va, on donne tout, et puis à l'arrivée, on a un petit paquet, et on ne sait pas comment ce petit paquet voilà, va se développer, va grandir, mais on est arrivé à... Voilà, on a tout donné, quoi. Et voilà, pour moi, ça a été... c'est contrasté, c'est en même temps quelque chose d'un grand bonheur, et en même temps, c'est vertigineux parce que... Waouh, Bah, on nous les livre pas avec le mode d'emploi, hein. c'est ça. Faut l'écrire et le découvrir au fur et à mesure. Donc, effectivement, effectivement. Mais bon, ça reste quelque chose de très marquant. D'ailleurs, je veux dire, je pense qu'il y a, allez, peut-être 80% des personnes qui répondent comme ça à cette question-là. Ouais, Dans toutes les autres, les réponses sont différentes, mais là, la naissance d'un enfant, ça fait partie des choses les plus incroyables de la vie, c'est clair. ouais, c'est ça. C'est un don Mais qui je peux pas. Après, tout dépend de cette question de bonheur, mais en tout cas, c'est une expérience, voilà, hyper forte, où le bonheur, tout est un peu entremêlé. Mais en tout cas, ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et je me souviens encore du temps de du temps, vous voyez, s'il faisait soleil ou il pleuvait, de la température. Je me souviens de détails pour chacun de mes enfants. Donc, comme quoi, c'est vraiment marqué dans nos mémoires, quoi, ces événements-là. dans nos mémoires à la fois physique et dans la tête aussi. Ouais. Notre quatrième question, quel est ton secret pour être heureuse? Ben, je vais peut-être me répéter, Raphaël, mais la persévérance. Oui. Peut-être que voilà, moi je suis marquée par ça. Et le secret, c'est voilà, de se dire, de tenir, de dire j'y crois. J'y crois même si c'est difficile. Et je fais le pari d'y croire. J'ai envie d'y croire, même si parfois j'y vois plus rien. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus ce que je dois faire. Je sais plus ce que je dois poser comme choix. Mais j'avance quand même. Mhm. J'avance petit pas par petit pas. C'est pas des grandes enjambées, mais voilà, je tiens mon bâton et je tiens mon cap, même en bateau. Voilà, il y a de la brume, mais je tiens mon cap, j'ai ma boussole. C'est une belle croyance. Et hop, je me lance. Question suivante, Marie. Quels sont tes trois synonymes de bonheur? Ça va être un peu bateau, joie, Oui. patience et puis bah persévérance. C'est écrit en énorme. Persévérance. Ok. Joie. Si tu nous le détailles un peu, bon, la persévérance, nous avons entendu. Joie et patience, qu'est-ce que tu dirais sur ces deux autres mots? Bah, petite joie de tous les jours, de voir, de constater les premiers pas là du petit dernier, de voir mon grand qui a réussi son bac, une belle victoire pour mon Thomas qui a galéré enfin pour qui le système scolaire a été complexe et il a eu son bac très honnêtement et je suis très fière de lui. De voir que voilà pour chacun de mes enfants ils sont combatifs et chacun à leur manière, ils y arrivent. Donc ça, voilà, c'est des joies de tous les jours, joie de vivre le quotidien avec eux,
joie de partager aussi mon travail avec des personnes de grande qualité, joie d'avoir des amis, d'être entourée, joie de vivre en France, dans un pays magnifique. Bref, j'allais dire des joies du quotidien, Mhm. de monsieur et madame tout le monde. Et patience. Patience parce que on n'est pas à l'abri de surprises dans la vie. Et quand on dit patience, pour moi, c'est écouter. Écouter la vie, la regarder, l'observer, s'émerveiller et d'accepter que le rythme de la vie n'est pas, et le rythme de chacun n'est pas forcément, comment dire, le même que le mien. Et donc d'accepter de se mettre au rythme des autres et que c'est pas mauvais pour soi de ralentir, voilà, de se mettre au pas de l'autre. Et notre dernière question en 2 minutes. Qu'est-ce que tu auras envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Ah, plein de choses. Il y a plein de choses à partager. Alors, Déjà, oui, t'en choisis une parmi toutes tes une, merveilleuses. parler, parler, échanger, parler autour d'une table, euh, de ce qui vous agace, de ce qui vous réjouit. Voilà, parler, échanger avec qui est à côté de vous, mais parlez. Reliez-vous. Voilà, reliez-vous, vivez des moments de qualité. C'est Merveilleux. ça. Ça, peuvent prendre un petit jeu de 2 minutes de bonheur. Exactement. Profiter des vacances, des week-ends parce que les semaines passent vite, mais voilà, pour recharger et prendre le temps juste de se retrouver, de parler, et chacun à sa manière. Hein. Mm. Mais d'ailleurs, tu vois, dans les familles, il y a certaines familles qui utilisent le jeu de 2 minutes de bonheur le soir au coucher. En se couchant, ils piochent une carte et ils partagent avec leur enfant. Donc, ça fait un petit tête-à-tête sympa. Il y en a d'autres, c'est à table où ils sortent les cartes et ils partagent tous ensemble. Donc, c'est utilisable, c'est vite fait, et du coup, c'est très chouette. Alors, notre tradition, Marie, pour terminer le podcast, c'est d'avoir une citation qu'on appelle la petite mousse. Donc, la petite mousse, nous allons partir en Afrique. Et je pense que c'est une petite mousse que tu connais sûrement. C'est un proverbe africain qui nous dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et je trouve qu'avec le réseau des parents, tu participes à ce village qui aide à l'éducation des enfants. Merci. C'est un joli compliment et une belle image auquel j'adhère complètement. Et j'invite vraiment tous les parents à prendre conscience que, certes, ils font partie du village pour éduquer l'enfant. Ils sont très importants, ils sont des référents, mais ils ne sont pas non plus tout. Et que chaque enfant a aussi son destin et sa vie à tracer. Bien sûr, bien sûr. Et puis l'importance de ne pas se sentir seul. Et que justement, si on a besoin d'un village pour élever un enfant, c'est que justement la solitude est sans doute pas la bonne clé. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie, de ta présence et puis de ton témoignage sur cette merveilleuse association que tu as créée et que tu diriges, hein, donc réseaudesparents.org. Donc, n'hésitez pas à aller visiter. Et puis, hein, je réitère ta demande, si des élus nous entendent, qu'ils n'hésitent pas à te contacter, Marie Poidas, pour justement pouvoir installer ça dans leur propre commune. Merci Raphaël et merci Bulle de Bonheur, 2 minutes de bonheur, que nous relayons dans nos newsletters régulièrement. Et grand merci pour tout ce que tu fais. Merci, merci beaucoup Marie. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.